bonjour aux différentes personnes connectées dans la session live Zoom de ce cours. Pour rappel, c'est un cours du SIMPA que je fais en collaboration avec Marie-Françoise Roy de l'IRMAR. Alors, c'est la deuxième session. La première session s'est déroulée hier. Et le premier cours que je faisais hier portait sur les algorithmes d'isolation. Alors, on va poursuivre la dernière partie de ce cours. On en était à l'algorithme d'isolation de Descartes classique qu'on avait décrit et on avait pris le soin d'analyser la complexité. Et le slide que vous avez en vue résume un peu la situation. L'algorithme classique d'isolation de Descartes a une complexité de n5 taux carrés. Et les deux étapes essentielles sont la transformation de Möbius, qui a un coût de n5 taux, et celle de l'évaluation au nœud de l'arbre de récursion généré par la méthode de Descartes, qui est de n4 taux carrés. Mais en regardant les coûts, on voit qu'intervient la taille de l'arbre de récursion. Maintenant, nous allons passer à l'algorithme de Sagralov, l'algorithme d'isolation de Sagralov, qui est une version de l'algorithme de Descartes. Alors, pour améliorer l'algorithme d'isolation de Descartes, ce qu'a fait Sagralov, en réalité, il a mis en place une stratégie pour réduire drastiquement la taille de l'arbre de récursion. En réalité, l'arbre de récursion, comme vous le voyez, il a une taille bornée par n carré taux. Et cette taille est anormalement grande puisque la taille de la sortie est de O de n. Pourquoi O de n? Parce que nous sommes en train d'isoler les racines d'un polynôme de degré n, donc on sait qu'au maximum, il aura n racines réelles à la fin. Alors, pour réduire la taille de l'arbre de récursion, Sagralov invite Newton dans le jeu. C'est-à-dire, au lieu d'appliquer purement une méthode de Descartes pour isoler, en fait, il va faire intervenir l'algorithme d'approximation de Newton. Et on va voir pourquoi il le fait et pourquoi cette stratégie d'inviter Newton est gagnante. Et la deuxième idée, c'est qu'il tire profit de l'amortissement des coefficients des intervalles d'isolation. En réalité, quand on cherche à isoler les racines d'un polynôme, on ne paye pas le même prix pour l'isolation de chaque racine. Il y aura des racines qui vont se regrouper en clusters. Pour celles-là, les isoler, ça aura un certain coût. Il faut faire beaucoup d'itérations. Mais les racines qui sont un peu éloignées des autres, celles-là s'isolent beaucoup plus facilement. Et ce que remarque Sagralov, c'est qu'au lieu de considérer que pour tous les intervalles, d'isolation, au lieu de considérer que tous les intervalles d'isolation vont être de très petite taille, ben en réalité, il y en aura qui vont être de petite taille, certes, mais il y en aura qui vont être de taille raisonnable, ce qui fait que si on prend la moyenne sur ces tailles, les choses se passent plutôt bien. Alors, la réduction de la taille de l'arbre de récursion se fait en constatant la chose suivante. C'est que quand on procède à la récursion, quand on regarde l'intérieur de l'arbre de récursion, ce dont on se rend compte, c'est qu'il va y avoir des subdivisions qui vont se faire pendant longtemps sans faire évoluer la variation. Sans faire évoluer la variation. On a un exemple ici, si vous regardez le schéma du sous-arbre T5, où vous voyez, on part d'un intervalle qui va avoir une variation de 9, c'est l'intervalle J1, on la subdivise en J2 et I1, et I1 a une variation de 2,
Et on continue à subdiviser I2 et on voit que I2 garde une variation de 2, I3 garde une variation de 2, I4 garde une variation de 2, c'est-à-dire c'est des intervalles qu'on subdivise sans pour autant tirer une conclusion. Et c'est la présence en réalité de ces arbres de récursion à variation constante qui fait que l'algorithme de Descartes classique a une si mauvaise complexité. Et la remarque que fait Sagralov est la suivante. En réalité, ces arbres de récursion à variation constante correspondent à des clusters de racines, c'est-à-dire des racines réelles qui vont être très très proches, de sorte que quand on subdivise, on n'arrive pas encore à les séparer. Il faut aller vers un intervalle beaucoup plus petit pour que la subdivision soit gagnante. OK ? Alors, donc l'idée qu'il exploite est donc la suivante. Quand on est en présence d'un cluster, au lieu de subdiviser pendant longtemps avant d'atteindre les niveaux de subdivision gagnantes, on va faire du Descartes. On va faire une descente de Descartes. On va faire une descente de Newton, on va faire du Newton, on va faire une descente de Newton pour se rapprocher très vite du cluster, puis ensuite reprocéder à des subdivisions par bisection. Pourquoi ça marche? C'est qu'en réalité, si on fait un peu d'analyse, on voit que ces clusters de racines se comportent comme si on avait une racine multiple. Okay? Si on avait une racine multiple. Donc, du coup, ça semble raisonnable de faire une descente de Descartes, de Newton, se rapprocher de ce cluster, puis ensuite faire des subdivisions. Et la stratégie est la suivante. Donc, on fait des itérations de Newton en prenant... si on avait une racine multiple, l'itérateur de Newton pertinent, ce sera xi plus 1 égale xi moins la multiplicité de la racine fois p de xi sur p' de xi. Mais ici, en fait, on n'a pas une racine multiple, mais on a un cluster de var pi racines. Donc, le bon itérateur, c'est de remplacer le nu par la variation et de faire la descente. Donc, voilà comment ça se passe. Alors, vous voyez ici, l'exemple qu'on a sur le schéma le montre bien. On est en présence d'un cluster de deux racines, lambda 1 et lambda... on est en présence d'un cluster de deux racines. Au lieu de faire des subdivisions qui mettraient du temps à se rapprocher de ce cluster, on fait du Newton et on se rapproche très vite des racines parce que ce Newton-là converge au moins quadratiquement vers la racine qui est la plus à gauche si on est parti d'un point qui est à gauche ou vers la racine du cluster qui est le plus à droite si on part d'un point à droite. Et en procédant ainsi, ce qui se passe, c'est qu'on fabrique, on va dire, un nouveau arbre de récursion et qui, celle-là, aura une taille de O tilde de n. Donc une réduction finalement, en faisant jouer Newton, on fait passer la taille de l'arbre de récursion de O tilde de n carré tau à O tilde de n. Je rappelle que O tilde, c'est pour dire juste qu'on néglige les facteurs logarithmiques dans le calcul. Évidemment, quand on comprend comment marche l'algorithme de Newton, l'algorithme de Descartes, ce gain est significatif parce qu'en réalité, les transformations de Möbius sont faites sur les nœuds de l'arbre. Les évaluations du polynôme sont faites sur les nœuds de l'arbre. En réduisant la taille de l'arbre, évidemment, ça va se voir au niveau de la complexité, ça va accélérer l'algorithme. La deuxième idée est la suivante, c'est qu'en réalité, si j'ai la séquence d'intervalles A1, B1 jusqu'à AKBK,
si j'ai cette séquence comme séquence d'intervalle d'isolation, on a la proposition suivante, la proposition 18, qui nous dit que c'est la somme des tailles des bornes de ces intervalles qui vaut au tilde de n1 et non chaque intervalle. C'est l'idée que je vous disais tout à l'heure. En réalité, on ne paye pas le même prix quand on isole les racines. Quand on est à côté, quand on est en train d'isoler un cluster, on paye certes cher, mais quand on est en train d'isoler des racines plutôt éloignées, on paye un peu moins cher. Et c'est la moyenne du coût payé qui vaut au tilde 1 et non le coût payé à chaque isolation. Alors, avec ces deux idées, vous voyez ce qui se passe. Le coût des transformations de Mobius nécessaires à l'algorithme d'isolation de Descartes baisse. Okay. Ben, il baisse parce que, vous voyez, la taille de l'arbre de récursion a baissé. Okay. Mais comme les transformations de Mobius sont faites avec les bornes des intervalles d'isolation, l'amortissement obtenu sur les bornes se répercute également dans le calcul des transformations de Mobius, ce qui conduit à un coût des transformations de Mobius qui devient au tilde de n carré tau. La même chose se passe également pour l'évaluation des polynômes aux nœuds. Ben, la taille des nœuds, la taille de l'arbre, la réduction sur la taille de l'arbre et l'amortissement de la taille des bornes des intervalles se fait ressentir. Donc, au finish, on a un algorithme de Descartes 2, dû à Zagarlov, qui isole l'ensemble des racines du polynôme en O tilde n carré tau opération binaire. Okay. C'est un gain énorme. Évidemment, ici, on a présenté l'algorithme dans le cas où P est un polynôme à coefficient entier de degré n et avec des coefficients de taille binaire tau. Mais en réalité, Zagarlov ne s'arrête pas sur ces polynômes. Il regarde le problème beaucoup plus globalement. Et ici, bon, dans ce cas, le polynôme est supposé sans facteur carré. Il regarde l'algorithme dans un cadre beaucoup plus global où on a un polynôme à coefficient réel, non nécessairement square free, et on garde bien la même complexité, aussi bien pour déterminer l'ensemble des racines, mais également pour calculer la multiplicité de chaque racine et également avec une borne quand on veut raffiner ces intervalles. Évidemment, cette deuxième version de l'algorithme qui regarde le cas général d'un polynôme non square free avec des coefficients réels va beaucoup nous intéresser parce que dans le cours qui va tout de suite suivre, où on essaie de calculer la topologie d'une courbe plane, on se retrouvera très souvent avec des polynômes dont les coefficients ne sont pas entiers et qui ne seront pas sans facteur carré. Donc, ceci met fin. C'était la petite partie du cours d'hier qu'il fallait finir. Nous allons enchaîner avec le cours d'aujourd'hui. Alors, le troisième cours porte, porte sur le calcul de topologie d'une courbe algébrique plane. Alors, on se donne un polynôme P à coefficient dans Z, sans facteur carré, de degré D, et dont les coefficients sont de taille binaire bornée par tau. On définit la courbe algébrique VRP comme lieu d'annulation du polynôme P. Et le problème auquel on s'attaque est le suivant. On veut un algorithme efficace qui retourne une structure linéaire par morceaux isotope à la courbe. C'est-à-dire, on veut un algorithme qui produit un élément de la classe d'isotopie de la courbe, c'est-à-dire une courbe linéaire par morceau qui, par déformation continue, épouserait la forme de notre courbe VRP que l'on ignore. Alors, le plan du cours sera le suivant.
pour ce cours-là, on va plutôt se focaliser sur les aspects géométriques de l'algorithme. C'est-à-dire on va essayer de transmettre une intuition géométrique de comment se déroule l'algorithme. Ensuite, au cours de Marie-Françoise qui va suivre juste après le mien, on entame les étapes algébriques de cette description algorithmique. Comment ces différentes étapes sont conduites algébriquement. Donc, description géométrique de l'algorithme, on s'arrêtera particulièrement sur la notion de boîte d'adjacence, particulièrement sur le calcul des points du bord de ces boîtes d'adjacence, et on montrera comment ces boîtes d'adjacence permettent de retrouver la topologie autour des points critiques et singuliers, qui est le nœud gorgien du calcul de topologie des courbes algébriques planes. Alors, les références sont les mêmes que le cours d'hier. Il y a le livre de Marie-Françoise, Sogata Bazou et Richard Pollack. Il y a également le livre de Jean-Jacques Rissler. Il y a l'algorithme, il y a l'article de Sagralov & Co. qui parle particulièrement de l'isolation d'un polynôme à coefficient réel, non nécessairement square-free, et autres sujets. Et il y a le papier commun à moi-même, Séni, Marie-Françoise, Fabrice Rouillet et Michael Sagralov, qui reprend un peu les idées qui sont développées globalement dans ce cours. Alors, dans ce premier transparent, on introduit les notions de points critiques singuliers et réguliers. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'on appelle point X, étant donné une courbe, évidemment, ici, je dessine la courbe, mais il faut comprendre que la courbe nous est donnée par l'équation P. Donc, moi, comme je fais une description géométrique, je vous mets devant vous le dessin de la courbe, mais vous verrez l'équivalent algébrique de la notion de point X critique, Y critique et singulier. Ce qu'on appelle un point X critique, c'est tout simplement un point de la courbe avec une tangente verticale. On en retrouve deux ici. Celui-là, c'est un point X critique. Celui-là, c'est également un point X critique puisqu'il est à tangence verticale. Celui-là aussi, celui-là et le dernier, celui-là. Il est un peu plus compliqué. Et ce qu'on appelle point Y critique, c'est les points à tangence horizontale, avec une tangente horizontale. Et tous les autres points qui ne sont ni X critique ni Y critique vont être appelés points réguliers. Okay? Je fais noter que les points singuliers vont être les points de rebroussement ou des points de croisement de la courbe. Alors, comment fonctionne l'algorithme de calcul de topologie? La première étape de l'algorithme consiste à repérer si la courbe ne contient pas de droite verticale. Dans d'autres approches, sachant que la topologie est invariante par changement de coordonnées, le procédé pour éviter ces droites verticales était de faire un changement de coordonnées. Mais ce changement de coordonnées n'est pas très bon pour l'aspect efficacité de l'algorithme, parce que quand on a un polynôme dont on veut calculer la topologie, quand on procède à un changement de coordonnées, on densifie le polynôme, c'est-à-dire des monômes qui étaient absents vont arriver et les coefficients du polynôme peuvent grossir. Donc nous, on s'est fixé l'objectif de ne pas faire de changement de variable, comme ça on garde la structure du polynôme. Si c'est un polynôme creux, on le garde creux et c'est mieux pour les calculs. Donc il faut enlever ces droites verticales et on verra plus tard comment les remettre. Alors, pour enlever les droites verticales, il suffit de calculer le contenu du polynôme
de notre polynôme qui définit la courbe. On le regarde comme un polynôme en la variable y et on calcule son contenu et on divise le polynôme par son contenu. Et le nouveau polynôme qu'on a, c'est q de xy. Ce n'est rien, d'un point de vue géométrique, ce n'est rien d'autre, sa courbe, ce n'est rien d'autre que la courbe de P débarrassée des droites verticales. Donc, dans le cours de Marie-Françoise, on entrera plus en détail dans ce calcul. Une fois qu'on a notre courbe débarrassée de ces droites verticales, on procède à la détermination des valeurs x critiques de la courbe débarrassée de ces droites verticales. En fait, les valeurs x critiques ne sont rien d'autre que les projections sur l'axe des abscisses des points x critiques. Géométriquement, c'est cela, c'est uniquement la projection des points x critiques sur l'axe des abscisses. Algébriquement, pour avoir ces valeurs x critiques, en fait, il faut résoudre le système que j'ai appelé ici crit x et regarder juste ses premières coordonnées. Une fois qu'on a ces valeurs x critiques, ici matérialisées par alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5, on calcule les fibres x critiques. Alors, le calcul, les fibres x critiques sont caractérisées par le système suivant. C'est le système Q de x, y. Et alors, j'ai gardé le terme résultant, j'aurais dû dire discriminant de y par rapport à y de Q et de la dérivée partielle de Q. C'est la résolution de ce système qui nous donne les fibres x critiques. Ce n'est rien d'autre que l'intersection des droites d'équation x égale à une valeur critique et avec la courbe. Ici, les fibres sont matérialisées par les points d'intersection entre ces droites verticales mis en pointillés bleus avec la courbe. Alors, naturellement, les fibres x critiques vont contenir deux types de points. Les points x critiques est ici matérialisé en bleu, en rouge, et des points réguliers qui sont sur la fibre, matérialisés ici en bleu. Ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que l'algorithme de calcul de ces fibres x critiques va nous permet de distinguer ces deux catégories de points. Ensuite, on définit la notion d'indice d'une fibre x critique. Ce qu'on appelle l'indice d'une fibre x critique, ce n'est rien d'autre que le nombre de points x critiques que contient la fibre. Okay. Par exemple, ici, dans notre dessin, la fibre alpha 1 sera d'indice 1, puisqu'il ne contient qu'un seul point x critique, qui est ici en vert. J'ai mis en vert les fibres d'indice 1. La fibre alpha 2 est d'indice 1 également, puisqu'il n'y a qu'un seul point x critique. Mais par contre, la fibre alpha 3 est d'indice 2, puisqu'il y a deux points x critiques ici en rouge. Il en est de même pour la fibre alpha 5. Donc, Pourquoi on distingue ces deux catégories de fibres? Parce que les fibres d'indice 1 se traitent beaucoup plus facilement que les fibres d'indice supérieur à 1. Alors, comment on traite les fibres d'indice 1? Alors, pour retrouver la topologie autour d'une fibre d'indice 1, il suffit d'avoir une fibre régulière immédiatement à gauche et une fibre régulière immédiatement à droite. Si on a une fibre régulière immédiatement à gauche d'une fibre d'indice 1 et une fibre régulière immédiatement à droite d'une fibre d'indice 1, on peut reconstruire la topologie dans la bande A0, A1 qui détermine ces fibres régulières. Alors, le calcul de ces fibres
se fait par résolution, par l'isolation des racines du polynôme Q de A0Y pour la fibre A0 et Q de A1Y pour la fibre A1. Alors ici, cette résolution, on est exactement dans le cadre des algorithmes que nous avons décrits dans le cours 2, puisque A0 et A1, dès lors qu'on choisit A0 et A1 comme étant des nombres rationnels, le polynôme QA0Y et QA1Y est un polynôme à coefficient dans Q, et quand on cherche les dénominateurs à coefficient dans Z, d'une seule variable. Et de plus, ces polynômes-là vont être sans facteur carré. Donc, il suffit juste d'appeler l'algorithme de Sagralov que je viens de décrire pour obtenir les fibres régulières. Une fois qu'on a les fibres, ici dans notre exemple, la fibre A0, elle est vide, donc absolument aucun point à connecter, donc on ne fait rien. Pour la fibre A1, elle contient 2 points, et puisque la fibre critique alpha 1 ne contient qu'un point, on connecte naturellement. Il n'y a qu'une seule façon de connecter, c'est d'envoyer ces 2 points de la fibre A1 vers la fibre critique alpha 1. On poursuit le traitement de la deuxième fibre d'indice 1. Alors ici, on a une situation intéressante parce que la deuxième fibre d'indice 1 contient un point critique et 2 points réguliers. Et la fibre régulière qui est à sa droite en contient 4. Alors, comment on procède à la connexion? Ce qui se passe, c'est qu'on serre d'abord les points réguliers de la fibre critique d'indice 1, puis ensuite, tout le reste des points est envoyé au point critique. Ici, donc, ce qui se passe est la chose suivante. On a ce premier point régulier de la fibre critique qui est servi par le point le plus bas, ce deuxième point régulier qui est servi par le point le plus bas. Il reste 2 points et un seul point sur la fibre critique. Alors, ces 2 points ne peuvent qu'aller sur ce point critique. Et ça donne cela. La prochaine fibre est une fibre d'indice 2. On ne la traite pas. On traite la dernière fibre d'indice 1 en procédant toujours de la même façon. On connecte, on serre les points réguliers de la fibre et le reste en partant du bas. Ensuite, en partant du haut, et le reste des points, on les envoie sur l'unique point critique de la fibre. Une fois tous les points des fibres, une fois toutes les fibres critiques d'indice 1 traitées, il ne nous reste plus que des fibres d'indice supérieur ou égal à 2. Et pour ces fibres-là, le travail est un peu plus compliqué. En réalité, on comprend tout de suite pourquoi, quand on a des fibres d'indice 1, le traitement est facile. Parce que quand on a connecté les points réguliers, il n'y a pas d'ambiguïté. On sait que tous les points restants vont vers l'unique point critique de la fibre. Quand on a plusieurs points critiques, se pose le problème où vont ces points. Le premier point critique accepte combien de points, le deuxième, donc il y a un problème. D'ailleurs, ayant compris que le problème est facile quand on a des fibres critiques d'indice 1, qu'une des stratégies utilisées dans le passé pour calculer la topologie d'une courbe algébrique plane, c'est de se débrouiller pour n'avoir que des fibres d'indice 1. Et pour cela, comme je vous l'ai dit tantôt, la topologie est conservée lorsqu'on effectue un changement de coordonnées. Donc, ce qu'on faisait, on fait un changement de coordonnées générique qui permet de tourner la courbe de sorte qu'on n'a en présence que de fibres d'indice 1. Et dans ce cas-là, on connecte rapidement et on obtient la topologie de la courbe. Mais le défaut majeur de ces stratégies, outre le premier que je vous avais déjà dit, qui est que le changement de coordonnées densifie
le polynôme et le rend beaucoup plus difficile à gérer informatiquement. L'autre défaut, c'est qu'il faut pouvoir savoir qu'on n'a que des fibres d'indice 1. Donc, il faut avoir un test qui permet efficacement de savoir que le polynôme la courbe est en position générique. Et puis ensuite, l'autre défaut, c'est qu'une fois qu'on a calculé la topologie de la courbe transformée, il faut être capable de revenir dans le système initial de coordonnées. Parce qu'il y a des applications dans lesquelles les résultats ne sont interprétables que dans le système initial de coordonnées. Et ce n'est pas une mince affaire de passer de la topologie de la courbe transformée vers un dessin, on va dire, puisque cette topologie sera bonne, vers un dessin de la courbe dans le système de coordonnées initial. Donc, pour traiter les fibres d'indice supérieur, on introduit une nouvelle notion qui est celle, je surveille le temps, qui est celle de boîte d'adjacence. Alors, qu'appelle-t-on une boîte d'adjacence associée à un point critique? C'est un rectangle qui vérifie trois propriétés. Okay? La boîte d'adjacence associée au point critique alpha-bêta, ça va être un rectangle alpha moins alpha plus, gamma moins gamma plus, qui contient le point critique. Le rectangle doit contenir le point critique. En général, il en est un peu le centre. Mais il y a une deuxième contrainte, c'est que sur la bande verticale matérialisée ici en bleu, ôtée de la fibre, il n'y a pas de point X ou Y critique. Autrement dit, s'il devait y avoir un point X ou Y critique dans cette bande, ce point doit obligatoirement être dans la fibre. D'ailleurs, puisque c'est une fibre d'indice supérieur ou égal à 2, on est d'ailleurs sûr que sur la fibre alpha, il y a d'autres points critiques, mais en fait, ils ne peuvent être que sur la fibre et pas dans la bande. Pareil, même contrainte sur la bande horizontale. S'il devait y avoir un point critique, elle est obligée d'être sur cette ligne-là, mais pas dans ces deux zones-là. Je peux avoir un point X ou Y critique sur la ligne horizontale d'équation Y égale bêta, mais je peux aucunement en avoir dans ces deux bandes. Si une boîte vérifie ces contraintes, on l'appelle une boîte d'adjacence. Alors, dans notre article, on propose un algorithme qui permet de calculer l'ensemble des boîtes d'adjacence de notre courbe avec une complexité de D5 taux plus D6. Alors, il faut remarquer que l'algorithme que nous proposons pour calculer l'ensemble des boîtes d'adjacence de la courbe est essentiellement un algorithme de résolution d'un système algébrique de deux équations à deux inconnues. Mais le système ici, il est un peu structuré parce que, comme vous le voyez, ce n'est pas de n'importe quel polynôme, c'est Q de x et y avec ce nouveau polynôme qui est le produit des deux dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y de Q. Le challenge était plus d'isoler les solutions du système en D5 taux plus D6, parce qu'en réalité, des algorithmes qui résolvent ce système existent, mais nous voulions un algorithme qui résout ce système très rapidement, avec une complexité de D5 taux plus D6. Okay? Tout en gardant des tailles de boîtes d'isolation assez raisonnables. En fait, le fait de résoudre le système en ayant des boîtes d'isolation des solutions, parce que le système est zéro-dimensionnel, ce système, en ayant des boîtes qui ont la bonne taille est essentiel pour la suite de l'algorithme, parce que on va faire des opérations sur les bords de ces boîtes, et si jamais les boîtes n'étaient pas de bonne taille, les opérations qui seront faites sur les bords n'auront pas les bonnes complexités. Donc vraiment, ici, vraiment, la performance, c'est d'avoir réussi
à résoudre ce système avec non seulement la bonne complexité, mais également avec des boîtes d'isolation qui ont la bonne taille. Alors, une fois qu'on a nos boîtes d'adjacence pour les fibres d'indice supérieur égales à 2, ce qu'on l'on fait, c'est qu'on calcule les points d'intersection entre la courbe et les bords et le bord des boîtes d'adjacence. Ici, je les matérialise en vert. Okay? Ces points en vert sont les points d'intersection de la courbe avec le bord de la boîte. Ici, hein, sur le bord bas, il y en a un sur ce bord-là. Enfin, sur le côté gauche, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. On a besoin de ces points. Et l'autre chose dont on a besoin, c'est, je vous rappelle que je suis sur alpha-bêta et sur une fibre X critique d'indice supérieur ou égal à 2. Et comme vous le savez, les fibres X critiques contiennent certes des points X critiques, mais contiennent aussi des points réguliers. Il nous faut également identifier les points de la fibre X critique qui sont à l'intérieur de la boîte d'adjacence. Ici, je les ai matérialisés en bleu. Alors, une fois qu'on a tous ces points, ce qu'il y a, c'est qu'on retrouve une structure de signes sur le bord de ces boîtes d'adjacence. Alors, pour comprendre cette structure de signes, je vous propose de voir la boîte d'adjacence décomposée en 4 parties. Le left box plus, c'est-à-dire la partie gauche supérieure de la boîte d'adjacence, que je matérialise ici en violet. Le left box moins, c'est la partie gauche et inférieure de la boîte d'adjacence, c'est cette partie-là. Et la même chose à droite. Donc, on voit que je peux naturellement décomposer ma boîte d'adjacence en 4 petites boîtes. Le left box plus, le left box moins, le right box plus et le right box moins. Alors, pourquoi cette décomposition? C'est que, en fait, les boîtes d'adjacence ont une structure de signes. Une fois calculée, on démontre quand les points les points, par exemple, de la partie gauche supérieure de la boîte d'adjacence, les pentes des tangentes de la courbe sont de même signe. Et il en est de même pour les autres sous-parties de la boîte d'adjacence. Alors, donc il faut se rendre compte que c'est une propriété remarquable. J'ai des boîtes d'adjacence qui sont définies. Je calcule les points, je les décompose. Je calcule les points sur le bord. Et puis ensuite, je remarque que tous les points qui sont ici, sur ce bord-là, vont avoir le même signe de tangence pour la courbe. Pareil pour les points de ce bord, pareil pour les points de ce bord, et pareil pour ces points-là. OK? Alors, non seulement il y a cette structure de signes, mais on se rend compte que la connaissance de ces signes va déterminer le nombre de branches qui arrivent par la gauche et par la droite au point critique, à l'unique point critique contenu dans notre boîte d'adjacence. Voilà, c'est ça qui se passe. Et c'est ça qui va permettre en réalité de retrouver la topologie à l'intérieur de chaque boîte d'adjacence et en retrouvant évidemment, en reconstruisant la topologie à l'intérieur de chaque boîte d'adjacence qui isole, on va dire, le point critique, ben, naturellement, on retrouve la topologie pour le reste de la courbe. Et
évidemment, il n'y a pas 10 milliards de configurations de signes, il n'y en a que 4. Par exemple, si j'ai une boîte d'adjacence où la configuration des signes à gauche est la suivante, moins, moins, avec les points qui sont déterminés. Il y a un participant qui a allumé son micro. Merci de l'éteindre parce que ça... Le participant qui a allumé son micro, je le remercie de l'éteindre parce qu'il y a un retour de son qui est assez fort. Bon, je poursuis. Alors, donc il y a la configuration. Bon, moi, je ne peux pas couper. Donc, je poursuis. Alors, si on a une configuration de signe de moins, moins, l'unique connexion dans ce cas de figure est le suivant. Si on a une configuration de signe plus, 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 moins, voilà la connexion qu'on obtient. Moins, plus, voilà la configuration qu'on obtient avec, je le rappelle, une boîte d'adjacence qui a le même nombre de points. Donc, vous voyez, suivant la configuration des signes, la topologie à l'intérieur de la boîte va changer. Donc, retour sur l'exemple de départ. Alors, évidemment, si on retourne à l'exemple de départ, on voit que, par exemple, je considère cette première boîte violette, ce n'est pas une boîte d'adjacence. Pourquoi ce n'est pas une boîte d'adjacence? Vous voyez que dans la bande, dans la bande qu'elle définit, la bande horizontale, on retrouve ce point X critique, ce qui l'empêche d'être une boîte d'adjacence. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on refait une isolation pour avoir des boîtes d'adjacence. Et quand on a les boîtes d'adjacence, on applique notre règle de signe et la topologie est reconstruite. Puis, la dernière étape, c'est de remettre les droites qu'on avait enlevées au départ aux endroits indiqués, et puis on obtient globalement la topologie. Alors, pour conclure, l'algorithme dont on vient de présenter a plusieurs avantages. Avantage numéro 1, elle ne nécessite pas de changement de coordonnées pour éviter la présence des droites verticales. Elle ne nécessite pas de changement de coordonnées pour faire en sorte que toutes les fibres soient d'indice 1. Elle calcule finalement la topologie de la courbe avec la meilleure complexité connue. Alors, je vous remercie. Je suis exactement dans les temps. Donc, je m'arrête là et vous remercie pour votre attention.